Bonsoir, le micro est là, tout va bien et il circulera tout à l'heure, on entendra vos questions, vos réactions. Donc voilà, merci beaucoup d'être là pour le dernier apéro conférence de l'année 2025. Vous inquiétez pas, ça va continuer et on se retrouvera à partir de février, donc l'an prochain, 2026, et toujours sur ce même thème, sur ce même cycle qui concerne Bruxelles. Voilà, c'est ce thème qui a été défini cette année donc par Donald George, le directeur de la Maison de la Francité, et qui a été élaboré surtout par Elisabeth Haydin, qui est au fond de la salle, qui est chargée de projet, qui vous a accueilli tout à l'heure à l'accueil. C'est important de la saluer. Donc on en a un petit peu parlé pendant qu'on attendait Olivier. Je vous ai un petit peu lancé là-dessus pour un petit peu discuter. Il y a donc en ce moment cette fameuse polémique qui concerne la crèche sur la Grand Place. Moi, je suis sûre que cette artiste, Victoria Maria Geyer, ne pensait pas déclencher un tel scandale. Il n'empêche que finalement, c'est une parfaite introduction pour notre thème de ce soir, qui est: que devient l'art dans l'espace public bruxellois? Donc, on le voit effectivement avec cette crèche, mais on aura aussi certainement l'occasion de revenir sur l'aventure de la maturité, la fameuse sculpture de Victor Rousseau, qui finalement ne sera pas déplacée aux dernières informations. On en parlera avec vous, Fanny. Alors qu'il soit contemporain ou classique, l'art n'échappe pas aux controverses. Bon nombre d'œuvres, c'est dur à dire, bon nombre d'œuvres anciennes, témoignent souvent douloureusement d'une époque révolue. Alors finalement, on en fait quoi? Est-ce qu'on les laisse? Est-ce qu'on les retire? Est-ce qu'on les contextualise? Et concernant les nouvelles œuvres, qui choisit de les installer? Quelle est leur réception auprès du public? Voilà, finalement, on comprend bien que décider de la question des œuvres dans l'espace public, c'est du grand art, voilà. Donc c'est elle qui va nous aider à nourrir notre réflexion. C'est notre invitée de ce soir, c'est Fanny Paquet, qui est, de par sa formation romaniste et historienne de l'art, et elle est chargée de mission visite guidée à l'ARO. L'ARO, on connaît tous cet acronyme, mais je vais quand même repréciser, c'est l'atelier de recherche et d'action urbaine. Il a été créé il y a plus de 50 ans, et le but, c'était justement de faire en sorte que les enjeux urbains bruxellois soient traités par les pouvoirs publics de façon globale et surtout transparente. Voilà, merci beaucoup, et Fanny, c'est à vous. Bonsoir. Merci. Je tiens d'abord à remercier la Maison de la Francité de m'avoir invitée dans ce somptueux décor pour vous parler de ce sujet. Petite remarque préliminaire, donc je ne suis pas spécifiquement spécialiste sur les questions d'art et d'espace public. D'autres expertes ont écrit des ouvrages, des articles, etc. à ce sujet. Je les invoquerai lors de cette conférence. Moi, je parle vraiment avec ma casquette de chargée de mission historienne de l'art de l'ARO, et donc je vais vous parler, déjà vous évoquer de où on parle. Donc c'est vraiment une conférence qui se voudra généraliste sur le sujet. C'est un vaste sujet qu'on aura, qu'en une heure c'est un petit peu compliqué de tout aborder. Donc voilà le plan de ma présentation. Donc d'abord, vous avez déjà un petit peu présenté l'ARO, mais je vais un petit peu introduire l'origine de la naissance de cette association, et voilà, de montrer vraiment d'où nous venons. Ensuite, il me paraissait important de définir et de cadrer les termes, espace public et art public, faire une brève évolution de l'art dans l'espace public vraiment contemporain et plutôt franco-belge et surtout bruxellois. Un petit chapitre sur voir qui finance et installe les œuvres à Bruxelles dans le passé et aujourd'hui, et les questions aussi de permis d'urbanisme à ce niveau-là. Et puis je voulais vraiment séparer ce qu'on a appelé la contestation militante et vraiment la remise en question des œuvres dans l'espace public qui partent du bas vraiment des citoyens et citoyennes, de ce que des experts comme, j'y reviendrai, mais Julie Bawin a nommé le vandalisme d'État.
donc ce que j'appelle une bruxellisation de certaines œuvres, donc plutôt la négligence des pouvoirs publics au niveau de certaines œuvres. Et je trouve que c'est important de différencier les deux aspects, et puis une conclusion. Alors tout d'abord, très rapidement, pour resituer pour ceux et celles peut-être qui ne savent pas ce qu'est l'ARO, donc l'atelier de recherche et d'action urbaine a été créé en 1969. À la base, c'est un comité d'habitants de bruxellois qui, donc en pleine période de ce qu'on a appelé la bruxellisation, donc la destruction du tissu urbain bruxellois qui était laissé à la main des promoteurs immobiliers. C'était les grandes opérations autoroutières, les grandes tours qui ont causé donc l'exode urbain des Bruxellois et Bruxelloises, et un contexte sociologique donc post-mai 68 de cette question de lutte pour l'habitabilité de la ville, et le fait que voilà, les citoyens voulaient revendiquer leur droit à définir leur ville, et voilà, le fait de pouvoir vivre encore de manière agréable en ville. Aujourd'hui, donc, c'est encore une association donc qui vise vraiment à sensibiliser le public sur les enjeux urbains. Et on a vraiment une exigence de transparence sur les décisions urbanistiques. Donc les anciens membres de l'ARO aiment souvent évoquer un adage qui vient de la Révolution française, qui les a beaucoup inspirés, c'est « publicité sauvegarde du peuple », donc rendre les choses publiques pour qu'on puisse en débattre de manière démocratique, et donc la lutte pour la démocratie urbaine. Donc c'est vraiment de cette base-là que je vais parler en fait. Alors, ceci étant dit, donc pour définir ce qu'est l'espace public et l'art public, donc il y a plusieurs expertes qui ont déjà pas mal écrit sur le sujet. Donc je me base pour ce chapitre de l'ouvrage récemment publié par Julie Bawin, qui est une historienne de l'art, professeure à l'université de Liège, et donc qui a écrit tout cet ouvrage sur justement art public et controverse, où elle revient sur pas mal de dossiers. Donc je vous invite vraiment, si ça vous intéresse, à vous procurer l'ouvrage et à le feuilleter peut-être après la conférence, parce que c'est vraiment, voilà, c'est très riche en enseignements aussi sur tous les exemples qu'elle prend. Et donc Julie Bawin, elle nous dit, effectivement, c'est l'histoire d'un art dont les significations n'ont cessé d'évoluer au cours des siècles, et on va le voir, donc c'est quelque chose d'assez large, d'assez polysémique. Et donc moi, je vais m'intéresser, comme je l'ai déjà dit, vraiment uniquement au cadre contemporain franco-belge. Alors, on pourrait se demander déjà, l'espace public, c'est quoi ? Elle se base sur le travail de Thierry Pacaud. Alors, je schématise très fortement parce que il a écrit tout un ouvrage dessus. Mais ce qui est déjà intéressant, c'est qu'il va distinguer l'espace public comme vraiment l'espace plutôt non physique, donc plutôt philosophico-politique, donc la sphère publique, qui est un lieu de débat public et de confrontation des idées, et les espaces publics au pluriel, qui sont vraiment les ensembles des endroits accessibles au public, rues, boulevards, places. Et donc ce ne sont pas tout à fait les mêmes réalités, bien qu'elles se recoupent très souvent, et elles ne demandent pas les mêmes types d'expertise ou de réflexion. L'espace public, en termes philosophiques, voilà, c'est la philosophie, la politique, la sociologie, et les espaces publics, c'est plutôt voilà, des expertises architecturales, urbanistiques, etc. Et par contre, ces deux réalités se conjuguent vraiment au travers de l'art public, puisque voilà, c'est des œuvres qui sont mises. Il y a une expertise artistique, architecturale, urbanistique dans les espaces physiques, mais ça évoque aussi la question de l'espace public, voilà, de la communauté des citoyens. Alors, l'espace public comme espace philosophico-politique, de nombreux chercheurs ont déjà travaillé sur la question, dont Jürgen Habermas, qui avait écrit son ouvrage en 88, et qui le définit comme un lieu de confrontation des idées visant à la mise en place d'un consensus rationnel. On le sait, donc ça vient de la Révolution française, c'est la création vraiment de la notion d'opinion publique. Par contre, son ouvrage a été critiqué puisque certains chercheurs ont considéré qu'il oubliait toute une partie des citoyens, notamment donc des citoyens prolétaires par exemple, que c'était vraiment plutôt une évocation bourgeoise, et notamment Chantal Mouffe,
dont je trouve l'analyse assez intéressante parce qu'elle prend le contrepoint. Donc elle voit au contraire l'espace public comme un champ de bataille plutôt qu'un consensus où plusieurs projets politiques à vocation hégémonique se luttent un peu pour avoir le haut du pavé. Mais alors qu'est-ce qu'on fait de ça pour créer une démocratie? Elle crée le concept d'agonisme sur le concept donc antagoniste. Donc il y a plusieurs projets politiques antagonistes et l'agonisme, c'est l'idée que les projets politiques qui sont opposés vont être conscients les uns des autres et vont être d'accord de se partager des espaces. Et donc grosso modo, Jürgen Habermas, c'est plutôt le melting pot, on fait consensus, et Chantal Mouffe, on est plutôt dans un patchwork d'espaces. Et on va voir, c'est un peu théorique, mais on va voir que c'est opérant dans certains exemples plus concrets. Alors, l'art public, en termes de définition, c'est un terme très polysémique, surtout avec l'art contemporain, on a vraiment un élargissement du domaine. Donc c'est des œuvres qui sont autant statuaires, des monuments, des installations, ça peut être des fresques, des dispositifs lumineux, donc c'est extrêmement large. Par contre, il y a vraiment 3 aspects qui recoupent plus ou moins l'entièreté de l'art public, c'est la collectivité, la visibilité et l'accessibilité. Donc la collectivité, ça appartient vraiment au bien commun, de manière générale. La visibilité, de par le fait que ce sont des œuvres qui sont installées dans les espaces publics, ce sont des œuvres qui imposent leur présence au milieu des places, sur les perspectives, etc. Et alors, il y a normalement pas de restriction d'accès, de ticket d'entrée, à part certains exemples. Là, par exemple, j'ai mis un exemple du métro, évidemment, ça c'est semi-public, ce n'est pas toujours accessible, mais il y a cette idée quand même globalement d'accessibilité. Alors évidemment, il y a la question que tantôt ça peut être une commande émanant d'une autorité publique, tantôt évidemment il y a toutes les interventions artistiques, parfois illicites. Nous on va vraiment s'intéresser à la question de l'art public licite ici. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un art qui est soumis à des contraintes spécifiques, contrairement à l'art, par exemple, dans les musées. Vous avez la question, l'artiste va réfléchir à l'intégration de son œuvre sur une place. Les questions de sécurité, on va pas mettre une œuvre au milieu de la route, par exemple. Et aussi, surtout, la pérennité des matériaux. On ne va pas mettre une toile. Enfin, si on veut une œuvre pérenne, ça va être des matériaux plutôt pérennes. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est que c'est un art, de par sa publicité, de par sa visibilité, qui est le plus confronté à la pluralité des opinions dans l'espace public. Alors, ceci étant défini, je trouvais intéressant de faire une très brève évolution de l'art dans l'espace public, plutôt dans nos contrées, même s'il y a un petit peu un côté aussi Révolution française. Donc la statuaire a toujours existé durant l'Antiquité. Les Grecs et les Romains en mettaient également dans leur espace public. Mais c'était vraiment des œuvres qui voulaient mettre en avant les pouvoirs publics ou les dieux et puis le clergé. Jusqu'à l'Ancien Régime, il y avait vraiment cette idée. Je pense que les gens n'avaient pas vraiment le choix. C'était vraiment pour montrer le pouvoir en place. Et puis après la Révolution française, il s'est mis en place tout un iconoclasme des symboles de l'Ancien Régime. C'est la première fois qu'il va y avoir un iconoclasme dit laïque, où vraiment on veut laïciser la ville. Donc au départ, ce qui est intéressant, c'est que les révolutionnaires vont s'attaquer aux symboles du clergé. Et puis, il va falloir attendre 1792 pour qu'ils s'attaquent au symbole de la monarchie. Donc, il va falloir attendre la chute de Varennes et la chute du roi, symboliquement. Et aussi, ce qui est intéressant dans cette histoire d'iconoclasme, c'est que Julie Bawin, elle le dit bien, c'est la commission des monuments et sites en France est la résultante d'un iconoclasme. Parce que ça va se constituer durant la Révolution française pour faire la différence entre les objets qu'on peut détruire et les objets qui vont faire partie du trésor national. Et donc, à partir de ce moment-là, de la Révolution française, comme je vous disais, la création de l'opinion publique, il y a cette idée qui naît que on peut avoir un débat sur ce qu'on met dans l'espace public et que l'espace public est commun aux citoyens et aux citoyennes.
Un exemple que je trouve intéressant dans nos contrées, c'est la place Royale. Donc au départ, il y avait une statue de Charles de Lorraine qui a été déboulonnée par les révolutionnaires, et puis remplacée, comme on le voit ici sur ce tableau, par un arbre de la liberté. C'était assez fréquent durant la Révolution française, et arbre de la liberté qui va lui-même être coupé par les Napoléoniens en 1814. Donc on le voit, voilà, en fonction des changements de régime, et on va le voir, il y a des changements évidemment de symboles. Ce qui est aussi à noter, à souligner, c'est que à ce moment-là, et jusque récemment, la cible des iconoclastes est rarement l'art, et il y a rarement des considérations esthétiques ou des considérations sur la personnalité de l'artiste lui-même, mais c'est vraiment le message politique qu'il véhicule. Alors, en Belgique, à partir de 1830 et de l'indépendance de notre pays, on va avoir une implantation des marqueurs mémoriels dans l'espace public, donc qui devient vraiment, vous avez la constitution du roman national de notre jeune nation, et par là même, on va supprimer d'ailleurs les références au régime hollandais. C'est la période qu'on appelle de la statuomanie, donc on va créer des statues un petit peu partout. Là, je vous ai mis une citation de Charles Rogier qui dit sur nos places publiques s'élèvent et se dressent des statues érigées à la mémoire des hommes qui ont illustré la Belgique pour leur action, etc. On veut créer ce sentiment national par ce type de monument. Et voilà, vous avez les exemples les plus connus. Le monument d'abord aux martyrs de la Révolution, Godefroy de Bouillon sur la place Royale qui va donc remplacer le fameux arbre de la liberté. Et puis, par exemple, la colonne du Congrès. Alors, donc cette statuomanie nous donne aujourd'hui, au XXIe siècle, une fausse idée d'un pays uni, voilà, de l'entièreté de la nation, la Belgique, etc. Alors que c'était vraiment des symboliques. Donc, vous le savez, au XIXe siècle, il y a eu les guerres entre les libéraux et les catholiques, et donc c'était vraiment les libéraux qui tenaient le haut du pavé pendant la majeure partie du temps à la ville de Bruxelles, vont en fait en profiter pour apposer tous leurs symboles à eux, aux grandes dames des catholiques qui vont se plaindre qu'ils n'ont pas assez de place et d'espace pour pouvoir mettre leur propre figure. Donc par exemple, vous avez des statues de Charles Rogier, Auguste Horst, Jules Anspach, tout le quartier des Libertés également. Donc c'est vraiment en fait les libéraux qui ont gagné l'espace, on pourrait dire. Et puis il y a évidemment des citoyens qui sont oubliés pendant longtemps. Notamment, il n'y a aucune représentation prolétaire jusqu'à la fin du siècle avec la création du Parti ouvrier belge. Et là, on va commencer avec des artistes comme Constantin Meunier à créer des symboles plus socialistes dans l'espace. Donc on voit là à quel point je trouve le concept de Chantal Mouffe d'agonisme est un petit peu opérant. On voit qu'il y a une bataille pour se partager l'espace. Et donc, par exemple, le monument au travail à Laeken, qui est un des premiers exemples de symboles socialistes. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir, au XIXe siècle, à la fin du XIXe siècle, il y a le début de l'entreprise coloniale de Léopold II, et puis l'annexion du Congo par la Belgique après le décès de Léopold II, de 1908 à 1960. Ce qui va donc l'État va créer de nombreuses traces coloniales dans l'espace public. Alors, ce qui est intéressant, je pense souvent on pense, voilà, 19e siècle, Léopold II, mais en fait tous ces marqueurs mémoriels datent plutôt du 20e siècle et donc de la période du Congo belge où en fait l'État veut déjà rendre hommage à Léopold II et voilà justifier aussi l'entreprise coloniale qui s'institutionnalise à ce moment-là. Et donc on a plusieurs exemples, les exemples les plus qui crée le plus de débats à l'heure actuelle, c'est la fameuse statue de Léopold II à rue du Trône et le monument aux pionniers belges du Congo. Et on voit donc, voilà, c'est des œuvres plutôt... Les pionniers, c'est 1912, mais ça a été terminé après la Première Guerre mondiale, mais donc on est plutôt dans l'entre-deux-guerres. Alors, durant l'entre-deux-guerres également, vous avez évidemment tous les éléments mémoriels qui sont créés pour commémorer les martyrs de la guerre. Je vous ai pris une sélection que je trouve assez croustillante, puisque vous avez par exemple le monument aux forains morts pour la patrie, qui est très beau, Square de l'Aviation, et le monument aux pigeons soldats.
Alors, ce qui est intéressant, et puis Gabriel Petit, évidemment, qu'on ne nomme plus, ce qui est intéressant, donc là, on est dans l'entre-deux-guerres, on est dans les années 30. En termes plastiques, en termes d'histoire de l'art, on est déjà passé le cubisme, on a passé le pas de l'abstraction, alors qu'on voit que dans les monuments mémoriels, on reste quand même, grosso modo, dans quelque chose de très figuratif et de très académique. Il y a quelque chose quand même... à rebours des mouvements d'avant-garde, à part peut-être les socles qui sont un peu plus cubisants, mais on voit que les commandes officielles restent plutôt consensuelles et académiques. Aussi, durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands vont détruire de nombreux monuments qui ne leur plaisent pas. Chez nous, par exemple, il y a le monument en l'honneur de Philippe Bau, qui était un autre martyr qui a été fusillé en même temps que Gabriel Petit. D'ailleurs, élément intriguant, Gabriel Petit, la statue est restée durant la guerre. Je ne sais pas pourquoi. Aussi à l'étranger, il y avait plusieurs cas, dont par exemple le cas à Weimar, le monument aux morts de Mars, qui était une commémoration qui avait été commandée par un syndicat pour commémorer en fait des victimes syndicalistes suite à un putsch réactionnaire, et c'est une œuvre de Gropius, donc du Bauhaus. Et les nazis, pourquoi ils détruisent cette œuvre? Là, c'est plus une question idéologie tant politique, mais c'est vraiment parce que l'œuvre est d'avant-garde et donc c'est de l'art dégénéré pour eux, et donc ils veulent détruire cette œuvre. Et alors il y a aussi les pétainistes qui vont détruire la statue de Thomas Alexandre Dumas à Paris, cette statue ne va pas être reconstruite, et en 2020 la mairie de Paris a voté en faveur de la reconstruction de cette statue. Donc Thomas Alexandre Dumas, c'est le père de l'écrivain, qui était métis et soldat révolutionnaire, et donc voilà, vous avez toute cette idée antiraciste et de la Révolution française, des idées des libertés qui là posaient problème, et voilà, je trouve que c'est un exemple assez intéressant. Et donc, lorsqu'on voit ce fil au niveau de l'historique, on voit vraiment cette idée d'espace public comme champ de bataille symbolique, et la question du déboulonnage n'est absolument pas neuve, elle date en fait de la Révolution française, et il y a vraiment diverses forces qui se sont opposées. Alors, après les années 50, donc la statuomanie s'estompe après 45, et à partir des années 70, on a vraiment un changement de paradigme dans l'art et l'espace public. Donc la visée n'est plus tellement créer des monuments figuratifs en l'honneur de l'un ou l'autre personnage, mais plutôt artistique. On veut créer, en fait, rendre l'art accessible au plus grand nombre. C'est l'époque après le ministère de la Culture, Malraux. Vous avez la création des musées d'art contemporain. À l'époque, il y a tout un mouvement évidemment d'art contemporain qui se met en place, et donc on voit vraiment qu'il y a un changement à ce moment-là dans l'espace public. Et nous, le reflet de ça, c'est surtout l'art dans le métro, par exemple. On a, je pense, 90 œuvres dans le métro bruxellois. Donc maintenant, la contestation n'est plus liée à des considérations artistiques. La contestation n'est plus liée à des considérations politiques, mais à des considérations artistiques, donc esthétiques, ou liées à la figure de l'artiste lui-même, qui peut avoir posé problème dans sa personnalité, etc. Alors, mais par contre, ce qui est intéressant à noter, c'est que il y a quand même une volonté de la part des politiciens, on en a parlé un petit peu en introduction, de marquer l'espace public par des œuvres qu'ils commanderaient à des artistes. Donc il y a quand même une volonté politique, mais qui n'est plus dans la figuration directe. On pense aux gares de Liège, de Mons, par exemple, de Calatrava, qui sont quand même aussi une manière de marquer l'espace. Et là, nous, c'était un dossier que l'Aro a traité il y a 10 ans, le piétonnier, et Yvan Maillard qui voulait en créer véritablement un parcours de sculpture, et qui avait signé une convention avec l'artiste Anish Kapoor pour créer des sculptures. Ça n'a jamais été fait, alors c'est pas pourquoi, peut-être parce qu'Yvan Maillard est parti, mais il y a vraiment cette volonté de marquer l'espace public tout de même. Alors, qui finance ces œuvres et qui les commandite? Alors, il y a plusieurs possibilités, c'est une large question. Donc,
historiquement, il y avait plusieurs acteurs. Il y avait les autorités publiques, tant nationales, provinciales ou communales. La commune de Bruxelles-Ville a commandité et fait ériger de nombreuses statues. À l'époque, elle était quand même assez riche et puissante, au XIXe siècle. Parfois, il y avait des souscriptions publiques pour les financements. Et parfois aussi des associations pouvaient faire ériger des monuments, comme les associations d'anciens combattants, par exemple. Ou alors, le dernier exemple, c'est les statues qui sont offertes à d'autres pays. Vous avez la statue Place d'Espagne au centre-ville qui a été offerte par l'Espagne. Alors, selon certains chercheurs, certaines chercheuses, comme Yadine de Gries qui s'intéresse à ces questions, il est important de connaître la propriété pour connaître aussi les responsabilités et qui on va toquer pour ce genre de questions. Par exemple, la statue du trône de Léopold II, c'est assez complexe parce que c'est un financement par souscription publique, donc c'est les citoyens qui ont financé l'œuvre. Le cuivre a été fourni par l'Union minière du Katanga. Et alors la sculpture, ça c'est très belge, la sculpture appartient à la régie fédérale et le socle à la commune de Bruxelles. Donc ils doivent se mettre d'accord s'ils veulent faire quelque chose. Voilà. Alors aujourd'hui, ça n'a pas trop changé, c'est juste évidemment il y a eu les différentes réformes de l'État. Il y a donc aujourd'hui les communes peuvent commanditer des œuvres, la région Bruxelles-Capitale. Donc je vous ai mis quelques exemples. Là, il y a la commune de Saint-Gilles qui a créé une œuvre, qui a commandité une œuvre pour rendre hommage aux victimes de féminicide. Ça, c'est à Saint-Gilles. Vous avez la région Bruxelles-Capitale qui peut faire des appels à projets sur, par exemple, les axes régionaux. Je vous ai montré l'exemple de la Cabosse. Ça, c'est un appel régional. Plus rarement parce que le fédéral n'a plus trop de prérogatives culturelles, mais parfois, le fédéral peut demander des œuvres. Donc, par exemple, ici, c'est le fédéral qui a commandé le monument qui commémore les victimes des attentats de 2016, ici, au rond-point Schuman. Et puis, alors, évidemment, ça se complexifie parce qu'il y a les institutions européennes, les acteurs parapublics comme la STIB ou des acteurs privés comme, par exemple, des associations. Il y a des associations de cyclistes qui financent des œuvres en commémoration des victimes de la route, par exemple. Mais alors, ce qui a changé par rapport à avant, c'est puisqu'on a changé de paradigme en termes artistiques, on a des nouveaux intermédiaires, on a des pôles expertes en historiens de l'art, artistes, qui déterminent aussi les grandes, les commandes, etc. Donc, par exemple, il y a le service des arts plastiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Un pôle d'expertise art dans l'espace public en région Bruxelles-Capitale, d'ailleurs, qui a fait toute une conférence en 2024 sur la question. Tout est disponible en ligne si ça vous intéresse pour voir leur compte rendu. Et puis, la ville de Bruxelles a un comité d'art urbain depuis 1996 qui détermine quelles œuvres vont être placées dans la ville de Bruxelles. Alors, nous, ce qui nous pose juste question à l'ARO, c'est plus le côté, à ce niveau-là, on crée un intermédiaire supplémentaire et il y a peut-être un manque de transparence parce que, par exemple, le comité d'art urbain, on peut trouver très vite le règlement, mais je n'ai pas trouvé la liste des expertes qui sont invités à ce comité. Alors peut-être c'est trouvable, mais en tout cas ce n'est pas trouvable facilement. Et donc voilà, ça pose question parce qu'on ne sait pas qui commande et qui réfléchit sur les œuvres. Alors, comment placer et déplacer des œuvres en termes de permis d'urbanisme assez rapidement? Alors, c'est des choses qui sont situées un peu dans des interstices des règlements d'urbanisme, donc il faut un petit peu chercher. Je pense que peut-être qu'il y a des exceptions par rapport à ce que j'ai trouvé, mais en tout cas, là, c'est ce que j'ai trouvé dans les règlements d'urbanisme. D'une part, si vous voulez placer, donc les communes, les pouvoirs publics veulent placer une fresque ou des œuvres non pérennes, donc en deçà de 3 mois. Donc une fresque sur les pignons aveugles, si vous voulez le faire sur votre façade, c'est une autre histoire. Eh bien, il n'y a pas de permis nécessaire. Donc ça, c'est quand même intéressant de le noter, sauf si c'est des espaces classés. Alors là, il faut un permis, évidemment. Mais voilà, donc pas de permis pour les fresques. Pour les monuments, statues, installations pérennes, si ce n'est pas classé, c'est un permis sans mesure particulière de publicité. Donc un permis sans commission de concertation, sans enquête publique.
Donc c'est ce qu'on appelle les règlements de minime importance. On considère en fait que ces œuvres, c'est comme le mobilier urbain, voilà, ça peut être déplacé, etc. Alors dans le cas classé, évidemment, là, il faut un permis, il faut une enquête publique et une commission de concertation et l'avis de la Commission royale des monuments et sites, qui est contraignant. Mais par contre, la majeure partie des cas, en fait, ce n'est pas classé. Donc, il n'y a pas d'enquête publique pour le déplacement ou le placement d'une œuvre, ce que je trouve quand même intéressant à noter. Alors, pour changer, donc pour terminer, conclure sur ces questions et ces débats, moi je voulais vraiment faire la distinction entre la contestation militante et ce qu'on a appelé le vandalisme d'État. Donc d'une part, la contestation militante, les marqueurs mémoriels anciens, il y a 3 réactions. Soit ils vont souvent se fondre dans l'espace public, surtout quand il n'y a pas d'explication, ou voilà, il faut peut-être une visite guidée mais souvent qui n'est pas passé devant une sculpture sans même la regarder. Soit sont réappropriés ou réactualisés. Je pense notamment à la statue de Gabriel Petit, justement, qui est tant commémorée lors d'événements patriotiques que par les féministes, en fait. C'est une figure qui a été réutilisée par les associations comme figure femme dans l'histoire belge. Soit vont être remis en question puisque ça va heurter la sensibilité de certaines parties des nouvelles générations. Mais alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que c'est surtout lorsque l'histoire est dite chaude et va il y a des générations qui sont encore vivantes pour être heurtées. Donc par exemple, les statues de Léopold II, la décolonisation c'était en 60, il y a encore des gens qui ont vécu, qui ont été témoins, alors que par opposition, si on prend Godefroy de Bouillon, je vous ai pris le bas-relief, en fait, c'est un bas-relief qui représente les croisades avec des chrétiens qui sont en train de tuer des musulmans. Mais comme c'est des faits historiques qui ont un millénaire, évidemment, ça ne touche plus grand monde et donc il y a beaucoup moins de débats sur ce genre de choses. Et donc, ce qui a vraiment été cristallisé les débats sur tous, c'est d'une part la décolonisation dans l'espace public et puis les débats féministes. Mais j'ai l'impression, selon moi, que pour les débats féministes, c'est pas tant les anciennes statues mémorielles qui veulent être déboulonnées. Là, il y a plus une remise en question, l'analyse symbolique, mais c'est plus une remise en question des artistes actuels lorsqu'ils sont condamnés pour des faits de violence. Donc, par exemple, Yann Fabre, il y a eu tous des débats. Donc, c'est moins, ça dépend aussi des espaces militants. Et donc, la région a pris la balle au bon au niveau des débats à partir de 2020. Et il y a eu un groupe de travail qui a été commandité par la région avec 14 expertes sur les questions décoloniales, urbanistes et art, et qui ont créé un plan d'action que je vous invite vraiment à lire, qui est très très intéressant. Et juste très rapidement sur certaines choses, donc ils disent qu'il faut travailler au cas par cas, par chaque œuvre d'art n'est pas la même. La création d'un dépôt spécifique pour stocker les œuvres si déplacement il y a pour une contextualisation. Et puis donc le développement d'outils pour mieux appréhender ce patrimoine colonial, ce qui a été fait d'ailleurs. Vous avez en exemple donc le site de la région des monuments qui est vraiment consultable, qui est très intéressant. C'est une mine d'informations. Je vous invite vraiment à y aller. Et donc il y a eu des nouvelles notices vraiment sur l'art lié à l'histoire coloniale. Et donc c'est déjà connaître aussi l'histoire que d'avoir cet outil. Il y a une demande de contextualisation. On pourrait créer des plaques pour expliquer cet historique. Et aussi la demande de création de nouveaux monuments commémoratifs pour les victimes de la colonisation, par exemple. Alors ça, c'est donc le côté militant. Mais nous, ce qui nous a aussi intéressé à l'ARO, c'est que si des œuvres cristallisent des débats extrêmement passionnés pour le déboulonnage, pas le déboulonnage, etc. Il y a beaucoup d'œuvres d'art dans l'espace public bruxellois qui sont déplacées ou sont détruites un petit peu dans l'indifférence générale, mais parce qu'il n'y a pas du tout de publicité là-dessus. Par exemple, récemment, je me suis rendu compte qu'il y avait le monument au centenaire du cinéma qui était derrière le parking 58, qui n'est plus là, qui a été
déplacé et donc pas besoin de permis, hein, nouveau comme et alors qu'il n'est pas repris dans l'inventaire du patrimoine. Donc voilà, on ne sait pas où est cette œuvre. Ou alors il y avait un cas qui avait intéressé aussi Julie Bawin dans les récents débats, c'est dans le métro. Il y a une partie de l'œuvre de Jean Gilbert qui a été recouvert par une nouvelle fresque. Et donc, est-ce une méconnaissance par rapport à la valeur artistique de ces œuvres qui ont été placées dans les années 70-80 ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que spécifiquement dans la STIB, ce qui est dommage, c'est qu'on a des œuvres qui ont une valeur. On a des œuvres de Paul Bury, d'Alechinsky, de Paul Delvaux dans l'espace métro et qui ne sont pas assez mises en valeur selon moi. Il faudrait vraiment des plaques, des explications pour que les gens se rendent compte aussi de la valeur de ce patrimoine bruxellois. Et alors il y a de nombreux exemples dans l'histoire bruxelloise de déplacements au gré des projets urbanistiques. Il y a cette fâcheuse tendance à la tabula rasa en termes de projets d'urbanisme. Et donc vous avez la fontaine en Spac qui a été déplacée suite au projet du métro. Alors fort heureusement qui n'a pas été déplacé très loin, qui est toujours dans le centre-ville. Ça n'a pas été le cas pour la fontaine de Broucker, qui était porte de Namur, qui a été déplacée pour le métro et qui a été déplacée à La Haken. Donc on voit qui est un petit peu plus loin et ça c'est un petit peu dommage aussi. Et il y a de nombreuses œuvres qui végètent en fait dans un entrepôt à Neder-Overenbeek. Alors là, je vous ai trouvé un exemple. Enfin, ça évidemment, c'est la façade de l'hôtel Aubec qui était à l'entrepôt Neder-Overenbeek, mais il y a de nombreuses statues qui sont là et qui sont un peu à l'état d'abandon. Je sais qu'il y a un collectif de Neder-Overenbeek qui voulait valoriser ce patrimoine, essayer de faire quelque chose avec la ville, mais pour le moment, ça n'est pas fait. Mais voilà, il y a ces œuvres un petit peu qui dépérissent. Et puis alors, je voulais terminer, évidemment, et c'est la raison pour laquelle nous avons été invités, parce que nous avons fait toutes des analyses sur la question de la statue de la maturité, pour terminer cette conférence. Et donc, en fait, ce cas-là s'inscrit plus dans une question de vandalisme d'État que de militantisme. Dans le sens où, donc, pour revenir sur l'historique, la Commission royale des monuments et sites, en septembre 2024, au vu du mauvais entretien du square de la maturité, demande le classement du square comme site et le monument de la statue, donc l'ensemble. En décembre 2024, la région refuse le classement sous prétexte donc d'une symbolique dépassée. Nous, ce qui nous a dérangé, c'est que en fait, la région, souvent, elle utilise des prétextes pour ne pas classer les choses qui ne les intéressent pas. Et donc, la question de la symbolique dépassée, était une question, c'était un prétexte pour la région. La région avait envie de faire son projet d'urbanisme sur une page blanche et un projet qui, en soi, n'est pas forcément mauvais puisqu'il y a cette idée de végétalisation. C'est le master plan Coteau des Pentagones. Nous, ce qu'on critique dans ce projet, c'est le fait que c'est un master plan qui a été décidé de nouveau sans concertation et qui est un petit peu on ne connaît pas trop les tenants et les aboutissants de ce master plan et que le fait que la région ait pris un peu un prétexte pour enlever une statue et un site intéressant en termes patrimonial pour son nouveau plan d'urbanisme. Alors, suite ça a créé évidemment l'ire de beaucoup de personnes et suite à tous ces débats, la région va céder et considérer, donc la statue restera, mais le problème c'est que la statue reste sans le square, et la statue n'est pas classée aussi, et sans le square, alors qu'il y a des études, donc la Commission royale des monuments et sites et d'autres historiens de l'art ont travaillé sur le fait que ce square a été vraiment créé comme un écrin à la statue. Là, je vous montre des balustrades justement qui sont en train de végéter à Neder-Overenbeek. Donc il y a cette question en fait de l'ensemble, et nous on voit aussi vous voyez, c'est comme le façadisme. La façade, c'est bien beau, mais la maison, c'était un ensemble. Et donc, le façadisme, c'est quand même une défaite, puisqu'on garde uniquement la façade. Là, c'est un petit peu pareil. C'est l'ensemble qui est un art total qui va être un peu amputé si on ne garde pas le square.
Et donc, je vais conclure sur ces questions. Donc, ce que je voulais vous montrer dans cette conférence, c'est que l'espace public, c'est vraiment, et l'art public sont des biens communs, et ils sont soumis à la publicité et aussi à la remise en question. Je pense qu'il n'y a pas de problème à remettre en question des symboles mémoriels du passé, mais cela nécessite des débats démocratiques, des enquêtes publiques et une transparence. Nous, on dit toujours, il faut voir qui commandite, qui finance, pour qui et pourquoi. C'est comme les projets d'urbanisme, c'est la même chose. Donc, il faut avoir une transparence des marchés publics et des choix des artistes, qui parfois n'est pas tout à fait garantie. Et le déplacement d'une œuvre devrait faire l'objet d'une enquête publique, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Et donc, nous considérons évidemment historiquement à l'Arro. Alors, on n'est pas une association de défense du patrimoine, dans le sens défendre des vieilles pierres parce que c'est joli. Aussi, on essaye toujours d'éviter de parler d'esthétique, parce que chacun ses goûts. On peut passer des heures. Alors, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment préserver l'existant, le maximum, et rester dans cette idée de ville habitable, ville agréable. Et c'est pour ça qu'on défend le patrimoine. C'est pour défendre aussi le côté agréable d'une ville pour ses habitants et ses habitantes. Et dans ce sens-là aussi, on pose toujours la question de est-ce qu'il est nécessaire de faire une tabula rasa pour ces grands ensembles historiques? Est-ce qu'il n'y a pas des places et des grands ensembles à préserver pour leur qualité patrimoniale? Voilà, je vais terminer là-dessus. Je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup.